Le matin s'était levé sur Pau avec un ciel gris-argent, comme un drap qu'on aurait oublié d'étendre. J'étais déjà habillée, mon manteau bleu marine sur les épaules, prête à descendre au café Le Manceau, mon refuge depuis tant d'années. Il était à Laurent, mon fils. Enfin, à nous, pensais-je encore. Je prenais toujours le même chemin, celui qui longe la petite place où les platanes tordus gardent la mémoire des vieilles conversations. Le trottoir brillait encore d'humidité. J'allais pousser la porte du café quand mon téléphone a vibré. Une vibration sèche, autoritaire. J'ai sorti l'appareil du fond de mon sac. Le message s'affichait, nu, sans préambule. Maman ne vient plus au café. Ça fait désordre. 3 phrases, pas même un point final. Et tout mon monde s'est arrêté sur ce mot, désordre. Le désordre, c'était donc moi? Je suis restée là, sur le trottoir, figée entre la boulangerie et la vitrine du Manceau. À travers la baie vitrée, j'ai vu Léa, la serveuse, qui s'affairait derrière le comptoir. Elle a levé les yeux, m'a vue, et son visage s'est immédiatement tendu. Elle a hésité, puis a disparu dans l'arrière-salle. Je n'ai pas bougé. Le froid me piquait les joues. La pluie menaçait. Un groupe d'habitués est passé près de moi, sans un regard, comme si j'étais devenue transparente. Finalement, j'ai poussé la porte. La clochette a sonné, familière, presque joyeuse, indifférente au drame qu'elle annonçait. L'odeur du café chaud, du pain grillé, m'a enveloppée un instant. Léa est revenue, une petite clé dans la main. Ma clé, celle de la réserve. « Madame Madeleine, Laurent m'a dit de vous rendre ça. » Sa voix tremblait. Elle n'osait pas me regarder. Je l'ai fixée un moment. La clé brillait, inutile, comme un souvenir qu'on vous tend pour s'en débarrasser. J'ai ouvert la main, lentement. Le métal froid s'y est posé. J'ai senti mon cœur se serrer. Non pas de colère, mais de honte. La honte d'avoir cru que ma place était acquise, que l'amour protégeait des bilans comptables et des ambitions conjugales. « Je comprends », ai-je murmuré. Je n'ai rien ajouté. Pas de scène, pas de larmes. À 74 ans, on apprend à ne plus donner ce plaisir-là. J'ai tourné les talons. La clochette a de nouveau tinté. Plus sèche cette fois. Dehors, le vent s'était levé. J'ai traversé la rue sans regarder. Dans la vitrine du Manceau, mon reflet tremblait. On aurait dit une silhouette en train de s'effacer doucement du décor. Ça fait désordre. Ces mots tournaient dans ma tête comme une rengaine. J'essayais de comprendre. Avais-je parlé trop fort la veille? Était-ce ma robe en laine, trop ancienne pour leur brasserie moderne? Ou bien ma simple présence, rappel d'un passé modeste qu'ils voulaient effacer? Je suis rentrée chez moi à petits pas, les mains serrées sur mon sac. Dans le hall, l'odeur de cire me ramena un instant à ma vie d'avant. Celle où Jacques, mon mari, rentrait du travail avec sa chemise tachée d'encre et où Laurent riait derrière le comptoir du vieux café familial. J'ai fermé la porte derrière moi. Le silence m'a accueilli, épais, presque vivant. Sur la table, près de la fenêtre, il y avait mon carnet vert. Le même depuis des années. J'y notais tout. Les recettes de confiture, les heures de fermeture du café, les anniversaires oubliés. C'était mon petit livre d'équilibre, mon juge de paix silencieux. Je l'ai ouvert à une page blanche. J'ai pris mon stylo, celui à encre bleue que Jacques m'avait offert pour mes 60 ans, et, d'une écriture lente, appliquée, j'ai écrit « Le 12 janvier, j'ai cessé d'exister pour eux. » Les mots se sont posés sur le papier comme des pierres au fond d'un puits. Je les ai relus. Ils étaient justes, froids, définitifs. J'ai refermé le carnet. Puis, machinalement, j'ai sorti la clé de ma poche, je l'ai posée à côté. 2 objets, 2 symboles. L'un qu'on me rendait pour m'effacer, l'autre que je reprenais pour me souvenir. Je suis restée là, longtemps, à regarder la lumière grise danser sur la table. J'ai compris que quelque chose venait de basculer, qu'une frontière venait d'être tracée entre ce qu'ils croient pouvoir prendre et ce que je déciderai de leur laisser. Le silence de la pièce m'a semblé soudain plein d'une promesse. Une promesse que je tiendrai. Il y a 10 ans, la maison derrière la gare sentait encore l'encre et la colle chaude. Jacques, mon mari, travaillait dans une petite imprimerie, rue des Frères Bernadotte. Il rentrait chaque soir avec des taches noires sur les doigts et un sourire plein de fatigue. Nous vivions simplement mais paisiblement. Un potager derrière la maison, des draps qui séchaient dans le vent,
et ce vieux transistor qui chantait Piaf pendant que je repassais. Laurent, notre fils unique, venait souvent dîner le dimanche. Il parlait vite, les yeux brillants de projet. C'était un garçon solaire, charmeur, généreux à sa manière. Un jour, il nous a annoncé « J'ai trouvé. Je vais ouvrir un café. Un vrai, pas un bar à demi vide. Un lieu vivant, avec des croissants, du café serré, de la musique. Vous verrez, ce sera notre nom sur la porte. » Jacques avait haussé les épaules en souriant. « Et tu comptes servir toi-même, monsieur l'entrepreneur ? » « Pourquoi pas ?» avait-il répondu. « Et maman pourra tenir la caisse. » C'est ainsi qu'est né le Café Manceau du nom de la rue où Jacques était né, un clin d'œil à ses origines modestes. Laurent avait 28 ans, l'âge où tout semble possible. Nous avons mis nos économies dans ce rêve, la prime de licenciement de Jacques, mes petits gains de couture, les économies du livret A, tout y est passé. Mais quand j'ai vu la devanture s'éclairer pour la première fois, avec le panneau peint à la main, Café Manceau, maison familiale depuis 2009, j'ai senti un frisson de fierté. Les débuts furent doux. J'arrivais chaque matin avant l'aube, enroulé dans mon châle gris, pour allumer la machine à café. Je préparais les sandwichs maison, les parts de quiche, et un peu plus tard les viennoiseries que j'allais chercher à la boulangerie. Laurent m'appelait « ma petite associée ». J'aimais ce mot. Il donnait l'impression que j'avais encore un rôle, une utilité. Les habitués s'installaient toujours aux mêmes tables. Le vieux monsieur avec son journal plié, les employés de la mairie, 2 étudiantes qui riaient trop fort. Je connaissais leur goût par cœur. Je notais les dettes de fin de mois dans un carnet à spirale et j'arrondissais toujours les centimes à leur avantage. Laurent me grondait gentiment. « Maman, tu finiras par ruiner le café avec ta bonté. » Et moi, je répondais, « On ne ruine pas un lieu où les gens se sentent chez eux. » C'était notre équilibre. Jacques venait parfois s'asseoir au comptoir, un café allongé devant lui. Il disait « Tu vois, notre fils n'a pas trahi nos efforts. Il travaille. » Et moi, je pensais qu'il avait raison. Puis Jacques est tombé malade. Un cancer de la gorge, rapide, cruel. 3 mois entre le diagnostic et le silence. Il est parti en mars, un matin de pluie fine. Laurent a fermé le café pendant 2 jours. Puis il a rouvert, en disant « Papa aurait voulu que ça continue. » J'ai continué. Parce que continuer, c'était encore être utile, encore sentir son odeur dans le café. C'est à cette époque que Sophie est entrée dans notre vie. Une jeune femme vive, les cheveux blonds toujours tirés en arrière, diplômée d'école de commerce. Laurent l'avait rencontrée à un salon professionnel. Elle s'est présentée un soir au café, un sourire professionnel sur les lèvres. « Enchantée, Madame Manceau. J'ai entendu parler de vos sandwichs, paraît qu'ils sont légendaires. Je les trouvais jolis, trop peu, êtres et un peu pressés. Mais Laurent semblait heureux, et cela suffisait. Pendant les premiers mois, elle venait aider parfois. Elle servait avec un soin exagéré, prenait des notes, calculait les marges. Puis elle a commencé à parler de moderniser le concept. « Le café Manceau, c'est charmant, mais ça fait un peu vieillot, non ?» disait-elle en riant. « Il faut penser brasserie chic, brunch, lumière, Instagram. » J'ai souri, sans trop comprendre. Je pensais que la chaleur d'un lieu ne dépendait pas de ses ampoules. Mais Laurent, lui, l'écoutait. Il l'écoutait d'une oreille attentive, celle qu'il ne m'accordait plus. Ils ont changé la peinture, remplacé les nappes à carreaux par du bois brut. On a enlevé les rideaux que j'avais cousus. Les bocaux de confiture ont disparu du comptoir. « C'est plus épuré, maman, » m'a expliqué Laurent. « Les gens aiment ce qui est net. » J'ai hoché la tête. J'essayais de ne pas contrarier. On m'avait appris, depuis longtemps, que l'amour passe aussi par le silence. Et puis, peu à peu, ma place s'est réduite. Je venais toujours, mais on m'appelait de moins en moins Madame Madeleine, et de plus en plus la mère du patron. Je faisais encore les comptes, mais sur un coin de table, pendant que Sophie parlait plan marketing avec un ton d'école de commerce. Quand j'essayais de dire quelque chose, elle souriait poliment, un sourire qui ferme la bouche de l'autre. Un soir, j'ai surpris leur conversation. Elle s'attache trop au passé, ta mère. Oui, mais sans elle, le café n'aurait pas démarré. Justement, il faut que le café ne dépende plus d'elle. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai voulu croire qu'elle avait mal choisi ses mots, qu'elle parlait de gestion, pas de sentiment. Mais les semaines suivantes, les changements se sont accélérés. Un nouveau logo,
un site internet, un photographe, une nouvelle carte. Laurent s'habillait en chemise blanche, parlait de rentabilité, de flux, et moi, je continuais à essuyer les verres, lentement, comme on essuie la mémoire avant qu'elle ne s'efface. Un matin, en arrivant, j'ai trouvé le panneau du café repeint. Le manceau, brasserie, Vince. Plus de mentions maison familiale. Je suis resté longtemps devant la façade, les bras croisés, le cœur serré. J'ai compris ce jour-là que la modernisation, c'était un autre mot pour exclusion. Mais j'ai continué à venir, parce qu'on ne quitte pas un lieu qu'on a aidé à construire, parce qu'on croit, naïvement, qu'ils finiront par se souvenir de ce qu'ils doivent, et chaque fois que je nettoyais le comptoir, je sentais encore, sous la couche de vernis neuf, le bois ancien que Jacques avait posé de ses mains. Le café changeait, moi aussi, sans le savoir. Je devenais peu à peu une ombre parmi leurs lumières, un vestige qu'on tolère tant qu'il ne dérange pas. Le désordre, sans doute, commençait déjà là, le désordre d'une mère trop fidèle à ce qu'elle aime. Les premiers changements ont semblé anodins, des détails, comme on dit. Mais c'est par les détails que les murs commencent à se fissurer. Sophie avait décidé que le café devait respirer la modernité. Elle a fait venir un décorateur de Bordeaux, un jeune homme en basket blanche et col roulé, qui parlait en gestes plus qu'en mots. En 2 jours, les nappes brodées que j'avais cousues ont disparu, remplacées par de grandes tables nues, des suspensions industrielles et des banquettes couleur charbon. On avait repeint le mur du fond en noir mat noir, dans un lieu où j'avais toujours cherché la lumière. Je me souviens avoir demandé, doucement, « Le noir, ça ne va pas assombrir la salle ?» Sophie avait répondu sans lever les yeux de son ordinateur. « C'est une question d'identité visuelle, Madeleine. C'est plus urbain. » Urbain, un mot qui sonnait comme un mot d'adieu. Les habitués du quartier, eux, sont venus moins souvent. Monsieur Pelletier, l'ancien cheminot, ne se sentait plus à sa place. « Je ne reconnais plus le café », m'a-t-il confié en glissant sa pièce de 2 € sur le comptoir. Les rires des anciens ont été remplacés par le cliquetis des claviers et le murmure des réunions improvisées. Des hommes en costume, lunettes rectangulaires, regardaient leur montre entre 2 expressos. Ils appelaient Sophie « Madame la gérante ». Et moi, je passais de table en table avec mes torchons à carreaux, essayant de sourire à ce monde qui n'avait plus besoin de moi. Un jour, Sophie a posé la main sur mon bras, d'un geste faussement tendre. « Madeleine, vous savez, les clients de midi sont un peu pressés. Peut-être que ce serait plus pratique si vous veniez plus tôt l'après-midi, pour la mise en place du goûter, par exemple. » J'ai compris. Elle me renvoyait aux heures creuses, là où il n'y a personne à saluer, personne à servir. L'après-midi, quand la salle se vide et que le soleil tape sur les vitres comme pour rappeler qu'il reste encore du temps à tuer. Je n'ai rien dit. À 74 ans, on apprend à lire entre les lignes des politesses. À partir de là, tout a changé de rythme. Le matin, j'entendais les volets du café s'ouvrir, les rires de Léa et de Sophie, mais je n'y allais plus. Je faisais exprès de traîner à la maison. Je triais les reçus, je rangeais les photos dans des boîtes en fer. Le silence prenait de la place. Le jeudi suivant, je suis passée malgré tout, vers 11 heures, juste pour dire bonjour. Sophie était au téléphone, Laurent derrière le comptoir, l'air tendu. Il a sursauté en me voyant. « Maman, tu devais venir plus tard, non ?»« Oui, mais je passais par là. » Je me suis dit que... Il a regardé sa montre. « Bon, reste un peu, mais fais-toi discrète. On reçoit quelqu'un pour un partenariat. » Je me suis assise dans un coin, à ma table habituelle, celle d'où je pouvais voir la rue et, surtout, la machine à café, ce cœur que j'avais longtemps fait battre. Je ne savais pas encore que c'était la dernière fois qu'on m'y laisserait m'asseoir sans soupirer. Les voix se sont mêlées autour de moi, plus rapides, plus étrangères. J'ai reconnu quelques mots, réinvestir, concept, franchise, des mots qui ne sentent ni le café, ni la vie. Et puis, dans un souffle, j'ai entendu Sophie dire « Elle n'est plus indispensable ». Ces 4 mots ont fait plus mal que toutes les phrases blessantes qu'on m'avait jamais dites, parce qu'ils étaient dits calmement, sans haine, comme une constatation, une évidence froide. J'ai senti quelque chose se fendre en moi, sans bruit. Je suis rentrée chez moi dans un brouillard. Les rues me semblaient plus longues, les visages plus jeunes. Sur le chemin, je me suis arrêtée devant la vitrine du fleuriste, des tulipes, des roses, des lys. J'ai pensé à acheter un bouquet,
puis j'ai refermé mon sac. À quoi bon? Quand on devient invisible, même les fleurs n'ont plus de destinataire. Chez moi, j'ai allumé la bouilloire, puis j'ai sorti mon carnet vert. Il était posé sur la table, bien droit, comme un témoin silencieux. J'ai tourné la page et j'ai écrit. Quand on est plus utile, on devient gênante. Je me suis relue plusieurs fois. Le mot gênante m'a semblé juste, pas dramatique, juste précis. Je n'étais pas haïe, pas chassée. J'étais simplement devenue de trop, une ombre qui ralentissait la cadence. Le lendemain, je suis revenue comme prévu, vers 15 heures. La salle était vide. J'ai fait ce qu'on attendait, essuyer les verres, laver les tables. Léa m'a souri, un peu gênée. Elle savait. Tout le monde savait. Les jours suivants ont défilé, ternes, mécaniques. J'avais l'impression que chaque changement dans le café effaçait un peu plus la trace de mon existence. Les clients du coin ne demandaient plus Madame Madeleine. Les nouveaux ne savaient même pas qui j'étais. Sophie, elle, gagnait du terrain. Elle décidait, commandait, signait. Elle appelait le café notre entreprise. Et Laurent répétait, distrait, « Oui, c'est mieux comme ça, maman, tu verras. » Mais je ne voyais plus rien. J'ai continué à noter. Chaque détail, chaque phrase, chaque jour où ma présence se réduisait. Je ne savais pas encore pourquoi j'écrivais, mais j'écrivais. Parce que les mots, eux, ne peuvent pas vous mettre à la porte. Un soir, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la pluie et le métal. Le Manso brillait au loin, plein de monde, de rire, de musique. Et pourtant, je n'y avais plus ma place. Je me suis dit que c'est ainsi que meurt une mère, non pas d'absence, mais de trop plein d'effacement. Et dans le carnet, j'ai ajouté une ligne, presque une prière. Ne pas oublier, le silence est parfois la première forme de résistance. C'est un matin de mars que j'ai compris que la dépossession n'était plus seulement morale, elle était devenue juridique. Je venais de trier mes papiers pour préparer ma déclaration d'impôt. Une habitude héritée de Jacques, tout classer, tout conserver, tout comprendre. En ouvrant une chemise beige intitulée Café Manso, Société familiale, j'ai remarqué que le dernier relevé de compte de l'entreprise n'était plus à mon nom. Là où, autrefois, figurait la mention Madeleine Manso, cofondatrice et associée, je ne voyais plus qu'un intitulé sec. Laurent Manso et Sophie Durand, gérants associés. Mon prénom avait disparu, comme si je n'avais jamais existé dans cette histoire. Je suis restée un long moment immobile, les doigts crispés sur le papier. Mon nom, ce nom que j'avais porté toute ma vie, celui de Jacques, celui de notre travail, de nos sacrifices, avait été effacé d'un simple clic administratif. J'ai fouillé les classeurs, les anciens relevés, les documents signés il y a 10 ans lors de la création du café. Mon écriture y figurait, nette, appliquée Madeleine Manso, investisseuse principale. J'avais même conservé le reçu de la vente de notre maison, cette petite maison blanche derrière la gare que Jacques avait rénovée de ses mains. Nous l'avions vendue pour financer le rêve de Laurent. 112 000 €. Je revois encore la signature du notaire, la poignée de main de mon fils, son sourire un peu nerveux. Il m'avait dit « Ne t'inquiète pas, maman, tu resteras toujours propriétaire de la moitié du café. » Et moi, j'avais cru ce qu'une mère croit toujours, que la parole d'un fils vaut contrat. Ce jour de mars, cette phrase m'a brûlé comme une ironie cruelle. J'ai pris mon manteau, le carnet vert sous le bras, et je suis sortie. Il pleuvait à petites gouttes, une pluie fine, presque timide, qui semblait s'excuser de tomber. Je suis entrée au Manso sans prévenir. Sophie était derrière le comptoir, Laurent en salle. Ils se sont figés, comme deux enfants pris la main dans le pot de confiture. « Je peux te parler 2 minutes ?» ai-je demandé à mon fils. Il a soupiré, l'air de quelqu'un qu'on dérange. « Oui, mais pas longtemps, on attend une livraison. » Nous nous sommes installés à la petite table près de la fenêtre, celle où, autrefois, il me demandait conseil. Je lui ai tendu les papiers, les anciens et les nouveaux. « Tu peux m'expliquer pourquoi mon nom n'apparaît plus ?» Il a froncé les sourcils. « Maman, c'est juste une question de gestion. On a réaménagé le capital pour simplifier les choses. » « Simplifier ? Tu m'avais promis de garder la moitié. » « Oui, mais la moitié de départ n'avait plus de sens. Il a fallu ajuster. Tu comprends, il y a des investissements, des prêts, des amortissements. »« Non. » ai-je dit calmement, je ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est que l'argent de la maison de ton père a disparu dans ces ajustements. Il a haussé la voix.
Maman, arrête avec ça. C'est de la gestion, tu ne comprends pas ces choses-là. Cette phrase tu ne comprends pas a claqué dans l'air comme une gifle. Je l'avais entendue, déjà, dans la bouche de Sophie. Cette manière d'enrober le mépris dans la technicité, comme si l'ignorance était un prétexte pour la trahison. Je n'ai rien répondu tout de suite. J'ai observé son visage, si proche de celui de Jacques, et pourtant si fermé. Je ne comprends peu, être pas vos amortissements, ai-je dit, mais je comprends les promesses, et je sais compter. 112 000 €. Tu appelles ça un détail? Il a baissé les yeux, s'est levé. Ce n'est pas le moment d'en parler, maman. On réglera ça plus tard. Mais plus tard, je savais déjà que cela voulait dire jamais. Sophie est arrivée à ce moment-là, avec sa voix douce et sa politesse tranchante. « Tout va bien? » « Oui, » a répondu Laurent, sans me regarder. Maman voulait juste des explications sur des papiers. Elle a souri, faussement compatissante. « Oh, ces choses-là sont compliquées, Madeleine. Vous savez, les structures changent, c'est normal. Laurent s'en occupe très bien. » Laurent s'en occupe très bien. Oui, il s'occupait très bien d'effacer ce qui restait de moi. J'ai pris mes papiers, les ai rangés dans mon sac avec lenteur. Je vous laisse gérer, alors. Puisque je ne comprends pas. Je me suis levée. Mon fils a voulu dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Je suis partie sans me retourner. Dehors, la pluie tombait plus fort. J'ai marché longtemps dans les rues de Pau, sans parapluie. L'eau coulait dans mon cou, mais j'avais chaud, d'une chaleur étrange, celle qui précède les décisions irréversibles. En rentrant, j'ai posé mes papiers sur la table et j'ai ouvert mon carnet vert. J'ai collé 2 documents l'un à côté de l'autre, l'acte initial avec mon nom et le nouveau où il avait disparu. En dessous, j'ai écrit « Effacé par procuration ». Puis, sur la page suivante, il m'a effacé du papier avant de m'effacer du cœur. Le soir même, j'ai ressorti les vieux classeurs de Jacques. Il y avait là ses notes, ses devis, ses calculs précis. Je les ai feuilletés comme on lit un testament silencieux. Une phrase, écrite de sa main, m'a frappée. Ne jamais signer sans relire, ne jamais confier sans preuve. Je me suis sentie honteuse. J'avais confié sans relire. J'avais cru que le lien du sang valait contrat notarié. Mais le sang, parfois, se dilue dans le pouvoir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté la pluie frapper les vitres, régulière comme un métronome. À chaque goutte, une idée se formait. Je ne pouvais pas récupérer tout ce qu'il m'avait pris, mais je pouvais au moins comprendre. Et comprendre, c'était déjà commencer à reprendre. Avant d'éteindre la lumière, j'ai ajouté une dernière ligne dans mon carnet. On m'a dit que je ne comprenais pas. Alors, je vais apprendre. C'était la promesse d'une vieille femme à elle-même, la première d'une longue série. Les jours suivants, j'ai cessé d'aller au Mansao. Pas par caprice, mais par instinct de survie. Je restais enfermée chez moi, les volets entr'ouverts, avec pour seule compagnie la radio qui parlait trop vite et la vieille horloge du salon qui battait lentement, comme un cœur épuisé. La maison, silencieuse, me rendait tout à coup sa mémoire. Chaque pièce respirait encore Jacques. Son tablier taché d'encre suspendu derrière la porte, ses lunettes rondes dans la boîte en fer, le carnet de comptes soigneusement rangé dans le buffet. J'ai sorti ces carnets un à un, comme on exhume un passé pour comprendre une erreur de calcul. Je les ai ouverts sur la table, sous la lampe. Il y avait des colonnes d'écriture fines, droites, stables, les recettes, les dépenses, le coût du café, les bénéfices modestes, mais réguliers. Et, entre 2 lignes, des annotations de Jacques. Toujours relire avant de signer. Une parole n'a de valeur que si elle se note. Je suis restée longtemps à contempler ces phrases. Elles semblaient me parler, traverser les années pour me réveiller. J'avais confondu l'amour filial avec la confiance juridique. J'avais cru qu'un fils ne trahit pas, qu'il suffit d'aimer pour être protégé. Mais l'amour, sans signature, sans preuve, sans vigilance, peut devenir un gouffre. Je revois encore Jacques, un soir d'hiver, penché sur ses comptes à la lumière jaune de la lampe, son stylo trempant dans l'encrier. Il m'avait dit « Ne laisse jamais ton nom disparaître du papier, Madeleine. Le papier, c'est la seule mémoire que les vivants respectent. » À l'époque, j'avais ri. Je pensais qu'il parlait comme un vieux professionnel de l'imprimerie, attaché à ses feuilles et à ses tampons. Je n'avais pas compris qu'il me donnait une leçon d'existence. Ce soir-là, cette phrase m'a frappé de plein fouet, comme une vérité que j'avais refusée trop longtemps. Mon nom avait disparu. Et avec lui,
ma légitimité, ma trace, mon droit à dire « j'y étais ». Je me suis mise à relire toutes les lettres que Jacques m'avait écrites pendant nos 37 ans de mariage. Des mots simples, parfois maladroits, mais droits comme ses mains d'ouvrier. Dans l'une d'elles, écrite peu après l'ouverture du café, il disait « Ce que nous donnons à Laurent, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est notre histoire, qu'il en fasse quelque chose de propre. » Je me suis demandé quand cette propreté s'était salie. Vers minuit, j'ai ouvert les classeurs du Mansao. Bilan, relevé, signature. Chaque chiffre, chaque annotation me renvoyait à une conversation passée, un sourire, une promesse. Et pourtant, tout était désormais clair. La confiance avait servi de papier à en-tête pour la manipulation. J'ai ressenti une douleur froide, méthodique, pas celle de la trahison soudaine, mais celle du dépouillement lucide. Je n'étais plus la mère d'un fils reconnaissant, mais la victime d'un contrat désossé. Alors, j'ai éteint la radio. Le silence a pris toute la place. Un silence solide, presque apaisant. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pris une grande inspiration. J'ai sorti un nouveau cahier, encore emballé dans son plastique. Une couverture rigide, bleue, sans ligne. J'ai pris mon stylo noir, celui de Jacques, et j'ai écrit en haut de la première page, en lettres capitales, « Dossier de vérité ». Sous ce titre, j'ai noté « Reconstituer, classer, comprendre ». Puis j'ai commencé à inscrire les dates, les transferts bancaires, les signatures manquantes. Chaque détail prenait une valeur nouvelle. Je collais les documents, je surlignais les écarts, j'ajoutais des remarques. Je n'étais plus seulement une mère blessée, je devenais témoin, archiviste, dépositaire d'un préjudice. Le travail m'a tenu éveillée jusqu'à 3 heures du matin. Je sentais une sorte d'énergie tranquille m'envahir, une clarté nouvelle, presque physique. Il ne s'agissait plus de me plaindre, ni de supplier. Il s'agissait de comprendre, de mettre les faits en ordre, comme Jacques l'aurait fait. Vers l'aube, j'ai bu une tasse de thé et j'ai relu la première page de ce nouveau carnet. Les lettres étaient droites, solides. Je me suis surprise à murmurer. « Tu vois, Jacques, je n'ai pas tout oublié. Ton nom reviendra sur le papier. » J'ai refermé le cahier et soufflé la lampe. Le silence, autour de moi, avait changé de nature. Il n'était plus celui d'une maison vide, mais celui d'une promesse en marche. Je n'avais plus peur. Il y avait désormais, devant moi, une ligne droite, fine et dure comme l'encre d'un notaire. Et sur cette ligne, j'allais écrire ma vérité mot après mot, preuve après preuve, jusqu'à ce que le papier lui-même me rende justice. Le matin où j'ai décidé d'agir, le ciel de Pau avait la couleur du papier vieilli, un gris pâle, sans menace mais sans chaleur. J'ai refermé mon manteau, pris sous le bras mon dossier de vérité, et j'ai marché d'un pas que je voulais assurer jusqu'à la rue, Servier, où se trouvait le cabinet de Maître Clément. La plaque en laiton brillait à moitié, ternie par les années. En la lisant, j'ai ressenti une étrange familiarité. Clément, notaire, droit des successions, droit patrimonial. C'était comme si Jacques m'avait conduit là. Je suis entrée. L'odeur de cire et de papier m'a rappelé l'imprimerie de mon mari. Une jeune assistante m'a accueillie, polie, distante. « Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non, mais c'est urgent. » « Une question de mémoire et de droit, ai-je répondu. Elle a dû sentir dans ma voix que ce n'était pas une lubie. Elle m'a fait patienter, puis m'a conduite dans un bureau clair, tapissé de classeurs et de livres au dos doré. Maître Clément est arrivé, la cinquantaine, lunettes cerclées d'or, sourire professionnel. « Que puis-je pour vous, madame ?» Je lui ai tendu la pochette grise. À l'intérieur, les anciens relevés, l'acte de cession du café, les reçus de virement et surtout les preuves de la vente de ma maison. Il a tout regardé avec un sérieux croissant. Ses doigts, précis, soulevaient les feuilles comme on feuillette une histoire qu'on devine tragique. Au bout de quelques minutes, il a levé les yeux. « Vous avez gardé tout cela ?»« Oui. Je tenais les comptes, même quand on ne me regardait plus. » Il a hoché la tête, respectueux. « Vous avez bien fait. Ces documents sont précieux. À première vue, votre fils a procédé à une requalification des parts sans votre consentement écrit. Nous pouvons envisager une requalification de donation déguisée, voire un abus de faiblesse si les conditions sont réunies. Je ne comprenais pas tous les termes, mais je sentais que la loi, cette entité lointaine et froide, venait de se pencher légèrement de mon côté. Et pour la somme investie lors de la vente de la maison,
Elle pourrait faire l'objet d'une restitution patrimoniale. Vous avez les preuves du virement initial, c'est capital. Nous devrons démontrer que cette somme constituait une participation directe au capital social, et non un simple don. Je l'écoutais attentivement. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais ni inutile ni dépassée. Il m'a proposé. Je peux constituer un dossier complet, mais il faudra aussi une représentation devant le tribunal de commerce. Je vous recommande une avocate que je connais, compétente, rigoureuse, Maître Perrin. Il a noté son nom sur un papier, d'une écriture ronde. Avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. Vous savez, madame, peu de gens gardent autant de traces. Vous avez eu raison. Le papier, c'est la mémoire du droit. J'ai esquissé un sourire. Mon mari disait la même chose. Je suis sortie dans la rue, la tête haute. Le vent d'hiver s'était calmé. J'avais l'impression de marcher dans un monde redevenu mesurable, avec des lois, des preuves, des possibilités. 2 jours plus tard, je me suis rendue chez Maître Perrin. Le contraste était frappant. Un petit cabinet moderne, des plantes vertes, une avocate à peine plus âgée que mon petit-fils, mais au regard clair et sûr. Elle a feuilleté mon dossier d'un geste méthodique. Vous avez fait un travail impressionnant, Madame Mansau. Ce n'est pas un simple conflit familial, c'est une question de justice patrimoniale. Votre fils a profité de votre confiance pour vous évincer juridiquement. J'ai baissé les yeux. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Je le sais, mais la loi n'est pas la vengeance, c'est la réparation. Elle m'a expliqué les étapes. Dépôt de plainte civile, saisine du juge des affaires familiales, expertise des comptes. Des mots qui me semblaient lourds mais justes. Nous commencerons par une mise en demeure. Il devra s'expliquer. Ensuite, s'il le faut, nous irons plus loin. Et s'il refuse de me voir, alors ce sera le tribunal qui le regardera à votre place. Son assurance me réchauffait. Il y avait, dans sa manière de parler, la même rigueur que dans celle de Jacques. J'ai su que je pouvais lui faire confiance. En sortant de son bureau, j'ai traversé la place Clémenceau. Le soleil s'était glissé entre les nuages. Je me suis assise sur un banc. Dans mon sac, le carnet bleu dossier de vérité battait comme un cœur. J'ai ajouté une note. Le droit n'est pas contre eux. Il est pour la mémoire de ce qui fut juste. Les semaines suivantes furent occupées, étrangement vivantes. Je rassemblais chaque papier, chaque facture, chaque échange de mails. Je relisais les SMS de Laurent, les relevés bancaires, les reçus de transfert. Je notais tout dans mon carnet. Les dates, les signatures, les incohérences. Maître Perrin m'appelait souvent. « Vous tenez bon, Madame Mansau ?»« Oui. »« Je travaille. J'écris. Je classe. » Elle riait. « Je crois que vous seriez une excellente assistante juridique. » Ce rire m'a émue, car au fond, je redevenais quelqu'un. Je n'étais plus la mère gênante, ni la vieille dame qu'on repousse. J'étais une femme qui écrit sa propre preuve. Un soir, en rangeant mes papiers, j'ai retrouvé une photo de Jacques et moi devant la maison que nous venions de vendre. Je l'ai glissée dans le dossier, entre 2 documents, comme un sceau invisible. Puis j'ai écrit au bas de la dernière page du jour. Je ne veux pas qu'il paie. Je veux qu'il reconnaisse. La justice désormais n'était plus une menace. C'était ma manière de tenir ma promesse à Jacques, ne pas laisser notre nom disparaître du papier. Le 17 juin. J'ai noté la date dans mon carnet en lettres droites, comme on trace une frontière. Ce matin-là, le soleil frappait fort sur les façades du palais de justice de Pau. Je suis arrivée tôt, accompagnée de Maître Perrin, mon avocate. Elle portait une robe noire impeccable, son dossier contre la poitrine, comme un bouclier. Moi, j'avais choisi la simplicité. Une veste claire, mon sac en toile et le carnet bleu, dossier de vérité serré contre moi. La salle du tribunal de commerce n'avait rien de grandiose. Des murs pâles, des tables de bois et ce silence un peu froid qu'on retrouve dans les lieux où les mensonges se fatiguent avant d'entrer. J'ai reconnu mon fils tout de suite, Laurent, assis au premier rang, à côté de Sophie. Il portait une chemise blanche et un regard que je n'avais pas vu depuis des années, celui de la condescendance mêlée à la peur. Sophie, elle, était droite, le menton haut, le parfum trop présent. Ils sont entrés main dans la main, comme pour dire au monde qu'ils ne doutaient de rien. Ce geste m'a serré la gorge. Une main qu'il m'avait jadis tendue pour ouvrir son café,
désormais offerte à celle qui m'avait lentement effacée. Le juge est arrivé, un homme sec, aux lunettes rectangulaires. Il a ouvert la séance d'une voix neutre. Affaire Manceau contre Manceau. Requalification de donation et abus de procuration. Ces mots ont flotté dans la salle comme une onde glacée. Je les ai sentis me traverser, mais sans douleur. Ce n'était plus ma blessure. C'était un fait, enregistré, reconnu. Maître Perrin s'est levé. Sa voix était calme, précise, presque musicale. Madame Manceau, ici présente, a participé au financement intégral de la création du café Manceau. Elle en détenait la moitié du capital, ce que prouvent ses documents originaux, datés et signés. Or, quelques années plus tard, son nom a disparu de la structure juridique, sans acte de cession signé, sans compensation financière, sans consentement éclairé. Il y a donc eu transfert fictif, sous couvert de simplification administrative. Elle a ouvert son dossier, sorti les relevés bancaires, les copies notariées, les reçus de la vente de la maison. Chaque feuille posée sur la table résonnait comme un coup de marteau feutré. Laurent a pris la parole, nerveux. Monsieur le juge, c'était juste pour simplifier la gestion. Ma mère n'y comprenait rien à ces papiers, elle me faisait confiance. Il n'y a jamais eu d'intention de lui nuire. Simplifier ? A répété Maître Perrin avec un calme tranchant. Simplifier ne signifie pas effacer. Elle s'est tournée vers moi. Madame Manceau, souhaitez-vous dire quelque chose ? Je me suis levée. Ma voix, d'abord hésitante, a trouvé son timbre dans le silence du bois. Non, maître. Tout a été dit. Je voulais seulement rappeler que le café, c'était notre maison à tous. Et qu'on ne simplifie pas la mémoire d'une mère. Le juge a levé la tête. Son regard, un instant, s'est adouci. Laurent a baissé les yeux. Sophie, elle, a voulu parler, mais sa voix s'est perdue. Il n'y avait plus de mots qui tiennent. Maître Perrin a repris, implacable. Voici les preuves des virements, les relevés de parts initiales, les courriels où M. Manceau évoque la restructuration sans consultation de sa mère. Il s'agit clairement d'un abus de procuration déguisé avec préjudice patrimonial et moral. Le juge a feuilleté les documents un moment. Puis il a dit, calmement, « Les éléments sont clairs. Nous statuerons en faveur d'une restitution partielle du capital et d'une reconnaissance officielle du statut de cofondatrice. Madame Manceau recouvrera ses droits légaux sur la société initiale et son investissement sera requalifié comme apport fondateur. » J'ai fermé les yeux, pas de triomphe, pas de vengeance. Juste une respiration longue, lente, comme si l'air, enfin, redevenait entier. Laurent s'est tourné vers moi, blême. « Maman, pourquoi tu fais ça ?» Je l'ai regardé sans colère. « Je ne fais rien. J'écris ce que j'aurais dû écrire dès le début. » Le juge a levé la main. L'audience est levée. Dans la salle, personne n'a applaudi. Personne n'a crié. Mais le silence pesait plus fort qu'un verdict. Je suis resté un instant immobile, pendant que les autres sortaient. J'entendais les talons de Sophie claquer sur le carrelage, rapide, irrité. Laurent l'a suivi, sans un mot, la tête basse. Quand la porte s'est refermée, la salle a retrouvé sa respiration. Maître Perrin s'est approché de moi. « Vous avez été admirable, Madame Manceau. Je n'ai rien fait. Si. Vous avez tenu bon. Ce n'est pas rien, dans un monde où tant de gens signent sans lire. » Elle m'a serré la main, une poignée ferme, sincère. J'ai senti une larme glisser, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Pas envers le juge, ni même envers la loi, mais envers moi-même, celle que j'avais presque effacée par amour. Sur le parvis, le vent soufflait doucement. Les marches du tribunal étaient encore chaudes du soleil. J'ai sorti mon carnet bleu. Sur une nouvelle page, j'ai écrit « Le droit n'est pas une arme. C'est une lampe qu'on allume dans le brouillard. » Puis, dessous. Aujourd'hui, la lumière a trouvé ma main. Je suis reparti lentement, le pas léger. Derrière moi, le palais de justice se découpait sur le ciel clair, solide, silencieux, comme la vérité lorsqu'elle a enfin trouvé sa forme. Les jours qui ont suivi le jugement ont eu le goût d'un vide calme. Rien ne s'est effondré, pas même la façade du café. Et pourtant, tout avait changé comme si un fil invisible s'était rompu entre eux et moi, un fil que plus personne ne chercherait à renouer. J'ai appris par Léa, la serveuse, que Sophie avait quitté la maison 2 semaines après l'audience. Elle est partie un matin, sans un mot,
Juste une valise et ses carnets, m'a-t-elle murmuré au téléphone. Laurent, lui, est resté quelque temps, seul, avant d'annoncer qu'il allait vendre le manceau. Recommencer ailleurs, a-t-il dit dans un communiqué que la mairie a relayé. Un mot qui sonnait comme un effacement de plus. Je n'ai pas versé une larme. Les mères apprennent à pleurer sans eau, à l'intérieur. Mais j'ai ressenti, au fond du cœur, la morsure d'une vérité simple. La justice a un prix, et c'est souvent celui du silence dans les familles. Un matin, en allant chercher du pain, j'ai croisé un ancien client du café Monsieur Pelletier, l'ancien cheminot. Il m'a arrêté au coin de la place, son béret à la main. « Madame Manceau, j'ai su pour le procès. Vous aviez raison. Ils ont été durs avec vous. On ne fait pas ça à une mère. » Je lui ai souri, un peu gêné. « Vous savez, Monsieur Pelletier, la raison, ça ne console pas. » Puis ce fut la boulangère, puis l'épicier, puis même la bibliothécaire du quartier. Tous me disaient « Vous aviez raison. » Mais ce n'était pas une victoire, seulement un rappel. Ils savaient, ils avaient vu, mais personne n'avait osé parler. Un après-midi, poussé par une curiosité que je ne me suis pas avouée tout de suite, je suis passé devant le café. La vitrine était encore là, mais les tables avaient disparu. À la place, une grande affiche blanche, « Fermeture définitive ». Les lettres rouges semblaient saigner sur la vitre. Je suis resté un moment devant la porte, immobile, les mains jointes. Derrière la poussière, je distinguais encore le comptoir, la machine à café et le vieux miroir où se reflétait autrefois mon sourire de serveuse du matin. Tout avait l'air suspendu, prêt à disparaître. Une femme que je ne connaissais pas est passée à côté de moi. C'était un bon endroit avant que ça change. Vous le connaissiez? Je lui ai répondu simplement. J'y ai tenu les comptes et les promesses. Elle a hoché la tête sans comprendre et a continué sa route. Le soir, rentré chez moi, j'ai ouvert mon carnet bleu et j'ai écrit. Je n'ai rien gagné, j'ai juste repris ma chaise. C'était vrai. La loi m'avait rendu ma part, mais pas mon fils. Et ce que j'avais reconquis n'avait plus d'usage. Pourtant, en relisant cette phrase, je n'ai ressenti ni amertume ni regret. Il y avait dans cette reconnaissance silencieuse une forme d'équilibre, une paix discrète. J'avais cessé de vouloir convaincre. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de Maître Perrin. Elle m'y annonçait que la restitution financière était actée, que les fonds me seraient versés dans le mois. Une phrase m'a frappée. Vous avez rétabli votre nom là où il avait été effacé. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'existence. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Elle sonnait juste. Mon nom, de nouveau inscrit, reconnu, visible. Pas dans le cœur des miens, mais sur le papier du monde. Et Jacques, quelque part, devait sourire. Les semaines suivantes, j'ai vu le café se vider lentement. Un matin, 2 hommes en combinaison sont venus démonter l'enseigne. Les lettres dorées sont tombées l'une après l'autre, dans un bruit sourd. Quand la dernière est tombée le U de Manceau, j'ai eu l'impression qu'un chapitre entier s'achevait. Mais ce n'était pas la fin d'une vie. C'était la fin d'un lieu. Je me suis surprise à marcher plus légèrement. À chaque pas, j'avais l'impression de reprendre un peu d'espace, de souffle. Les passants me saluaient, parfois timidement. Certains m'appelaient encore « Madame du Manceau ». Et je me disais « Oui, je le resterai toujours un peu ». Un dimanche, j'ai pris un café sur la terrasse d'en face, celle où je n'avais jamais osé m'asseoir auparavant. J'ai observé la façade vide, les fenêtres sombres, les rideaux tirés. Un souvenir m'est revenu. Jacques, debout derrière le comptoir, un torchon sur l'épaule, disant d'un ton léger. « Tu verras, Madeleine, un café, c'est comme une maison. Tant qu'il y a du cœur, il y aura de la chaleur. » Le cœur, il l'avait vendu. Mais la chaleur, je l'avais gardée au fond de mes mains, de mes carnets, de ma mémoire. Avant de partir, j'ai noté sur la dernière page de mon carnet. Le café est mort. Mais la justice, elle, a tenu debout. Et moi aussi. Puis j'ai rangé mon stylo, payé mon café, et repris le chemin de ma petite maison, d'un pas tranquille, presque apaisé. Mon nouveau logement se trouvait à 2 rues du café, dans un immeuble ancien au volet vert. Un petit appartement clair, au 3e étage, avec vue sur les toits. La première fois que j'y suis entrée, j'ai senti une odeur de bois ciré et de lessive. Rien d'extraordinaire, mais cette simplicité m'a paru somptueuse. Ici, personne ne connaissait mon histoire. On me saluait dans l'escalier sans me demander « Et votre fils ?»
sans chuchotement. J'avais enfin un endroit qui ne portait le nom de personne d'autre que le mien. J'ai meublé doucement avec les restes de ma vie d'avant. Une table, 2 chaises, la lampe du salon et bien sûr mes carnets. Ils occupaient presque tout un tiroir. Le vert, le bleu, le rouge chacun portaient un morceau de moi. Chaque matin, je faisais le même trajet. Je descendais la rue principale, passais devant l'ancien Mansao et m'arrêtais sur le banc d'en face. Le café restait fermé, ses vitres couvertes d'une fine poussière. Parfois, un passant ralentissait, jetait un regard curieux à la façade comme à une photographie trop ancienne. Moi, je ne regardais pas avec nostalgie, mais avec gratitude. C'était fini et j'étais encore debout. Les jours qui ont suivi le jugement ont eu le goût d'un vide calme. Rien ne s'est effondré, pas même la façade du café. Et pourtant, tout avait changé comme si un fil invisible s'était rompu entre eux et moi, un fil que plus personne ne chercherait à renouer. J'ai appris par Léa, la serveuse, que Sophie avait quitté la maison 2 semaines après l'audience. Elle est partie un matin, sans un mot, juste une valise et ses carnets, m'a-t-elle murmuré au téléphone. Laurent, lui, est resté quelque temps, seul, avant d'annoncer qu'il allait vendre le Manceau. Recommencer ailleurs, a-t-il dit dans un communiqué que la mairie a relayé. Un mot qui sonnait comme un effacement de plus. Je n'ai pas versé une larme. Les mères apprennent à pleurer sans eau, à l'intérieur. Mais j'ai ressenti, au fond du cœur, la morsure d'une vérité simple. La justice a un prix, et c'est souvent celui du silence dans les familles. Un matin, en allant chercher du pain, j'ai croisé un ancien client du café Monsieur Pelletier, l'ancien cheminot. Il m'a arrêté au coin de la place, son béret à la main. « Madame Manceau, j'ai su pour le procès. Vous aviez raison. Ils ont été durs avec vous. On ne fait pas ça à une mère. » Je lui ai souri, un peu gêné. « Vous savez, Monsieur Pelletier, la raison, ça ne console pas. » Puis ce fut la boulangère, puis l'épicier, puis même la bibliothécaire du quartier. Tous me disaient « Vous aviez raison. » Mais ce n'était pas une victoire, seulement un rappel. Ils savaient, ils avaient vu, mais personne n'avait osé parler. Un après-midi, poussé par une curiosité que je ne me suis pas avouée tout de suite, je suis passé devant le café. La vitrine était encore là, mais les tables avaient disparu. À la place, une grande affiche blanche, « Fermeture définitive ». Les lettres rouges semblaient saigner sur la vitre. Je suis resté un moment devant la porte, immobile, les mains jointes. Derrière la poussière, je distinguais encore le comptoir, la machine à café et le vieux miroir où se reflétait autrefois mon sourire de serveuse du matin. Tout avait l'air suspendu, prêt à disparaître. Une femme que je ne connaissais pas est passée à côté de moi. C'était un bon endroit avant que ça change. Vous le connaissiez? Je lui ai répondu simplement. J'y ai tenu les comptes et les promesses. Elle a hoché la tête sans comprendre et a continué sa route. Le soir, rentré chez moi, j'ai ouvert mon carnet bleu et j'ai écrit. Je n'ai rien gagné, j'ai juste repris ma chaise. C'était vrai. La loi m'avait rendu ma part, mais pas mon fils. Et ce que j'avais reconquis n'avait plus d'usage. Pourtant, en relisant cette phrase, je n'ai ressenti ni amertume ni regret. Il y avait dans cette reconnaissance silencieuse une forme d'équilibre, une paix discrète. J'avais cessé de vouloir convaincre. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de Maître Perrin. Elle m'y annonçait que la restitution financière était actée, que les fonds me seraient versés dans le mois. Une phrase m'a frappée. Vous avez rétabli votre nom là où il avait été effacé. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'existence. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Elle sonnait juste. Mon nom, de nouveau inscrit, reconnu, visible. Pas dans le cœur des miens, mais sur le papier du monde. Et Jacques, quelque part, devait sourire. Les semaines suivantes, j'ai vu le café se vider lentement. Un matin, 2 hommes en combinaison sont venus démonter l'enseigne. Les lettres dorées sont tombées l'une après l'autre, dans un bruit sourd. Quand la dernière est tombée le U de Manceau, j'ai eu l'impression qu'un chapitre entier s'achevait. Mais ce n'était pas la fin d'une vie. C'était la fin d'un lieu. Je me suis surprise à marcher plus légèrement. À chaque pas, j'avais l'impression de reprendre un peu d'espace, de souffle. Les passants me saluaient, parfois timidement. Certains m'appelaient encore « Madame du Manceau ». Et je me disais « Oui, je le resterai toujours un peu ». Un dimanche,
J'ai pris un café sur la terrasse d'en face, celle où je n'avais jamais osé m'asseoir auparavant. J'ai observé la façade vide, les fenêtres sombres, les rideaux tirés. Un souvenir m'est revenu. Jacques, debout derrière le comptoir, un torchon sur l'épaule, disant d'un ton léger. « Tu verras, Madeleine, un café, c'est comme une maison. Tant qu'il y a du cœur, il y aura de la chaleur. » Le cœur, il l'avait vendu. Mais la chaleur, je l'avais gardée au fond de mes mains, de mes carnets, de ma mémoire. Avant de partir, j'ai noté sur la dernière page de mon carnet. Le café est mort. Mais la justice, elle, a tenu debout. Et moi aussi. Puis j'ai rangé mon stylo, payé mon café, et repris le chemin de ma petite maison, d'un pas tranquille, presque apaisé. Mon nouveau logement se trouvait à 2 rues du café, dans un immeuble ancien au volet vert. Un petit appartement clair, au 3e étage, avec vue sur les toits. La première fois que j'y suis entrée, j'ai senti une odeur de bois ciré et de lessive. Rien d'extraordinaire, mais cette simplicité m'a paru somptueuse. Ici, personne ne connaissait mon histoire. On me saluait dans l'escalier sans me demander « Et votre fils ?» sans chuchotement. J'avais enfin un endroit qui ne portait le nom de personne d'autre que le mien. J'ai meublé doucement avec les restes de ma vie d'avant. Une table, 2 chaises, la lampe du salon et bien sûr mes carnets. Ils occupaient presque tout un tiroir. Le vert, le bleu, le rouge chacun portaient un morceau de moi. Chaque matin, je faisais le même trajet. Je descendais la rue principale, passais devant l'ancien Mansao et m'arrêtais sur le banc d'en face. Le café restait fermé, ses vitres couvertes d'une fine poussière. Parfois, un passant ralentissait, jetait un regard curieux à la façade comme à une photographie trop ancienne. Moi, je ne regardais pas avec nostalgie, mais avec gratitude. C'était fini et j'étais encore debout.